2022. Dimitri Pavlenko. 8h41 sur Europe 1, le carnet de campagne en ce troisième jour de l'entre-deux tours. Le second tour se rapproche et le débat se concentre actuellement sur le sujet de la réforme des retraites avec deux scénarios très différents. Emmanuel Macron donnant des signes d'assouplissement dans son projet initial. Il disait 65 ans, désormais peut-être 64 ans. Marine Le Pen maintient son projet d'une réforme à 60 ans, d'un passage à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Les autres, a priori, donc ce serait plutôt le statu quo. On resterait là où on en est actuellement, autour de 62 ans. Et puis il y a cette proposition autour de réformes institutionnelles, notamment pourquoi pas un retour au septennat. Ce bon vieux septennat que l'on a abandonné il y a maintenant 20 ans. A-t-on oublié les raisons pour lesquelles nous sommes passés au quinquennat ? Ce seront deux des sujets que nous abordons ce matin avec nos éditorialistes. Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour Dimitri. La revue Front Populaire, Vincent Trémollet de Villers est avec nous du Figaro. Bonjour également. Dimitri. Bonjour Vincent et Adrien Matou de Marianne Lemague. Bonjour Marianne. Bonjour Je vais vous appeler Marianne. Bonjour Adrien. Bonjour Dimitri. Marianne, c'est moi. Je signale votre ouvrage Mélenchon, la chute. Bon, il n'est pas chuté de si haut que ça finalement. Hein. Oui, c'était un ouvrage qui décrivait avant tout sa chute entre 2017 et entre 2019. Après, il s'est réveillé. Il y a aussi un effet de vote utile. Bon, je vais pas. Mélenchon le phénix. Oui, quelque part. Après, alors c'est sur une ligne politique assez différente de celle de 2017 qu'il est remonté. Il y a l'effet du vote utile, mais qui avait déjà joué en 2017. Mais c'est vrai qu'il a fait un score assez inespéré. Je pense que même les Insoumis, il y a un an de l'élection, ne pensaient pas faire un score aussi élevé. Ouais, Vincent Trémollet. Si on regarde les zones de progression du vote Mélenchon, c'est très intéressant parce que... C'est fou comme on parle de lui depuis 3 jours. Mais si on regarde les cartes, c'est vraiment passionnant. D'abord, il y a un nouveau phénomène qui est la politisation d'un certain nombre de banlieues dans lesquelles il y a un fort taux d'immigrés ou de Français originaires de l'immigration. Il y a eu un vote communautaire, un vote musulman très fort sur le nom Mélenchon. Plus de 60% à Trappes, dans plusieurs villes comme ça d'Île-de-France. Une progression de 15 à 20%. Voilà, où il progresse de 20%. Et pourquoi justement, Vincent Trémollet de Villers ? Peut-être il y a une prise de conscience de l'importance politique de cette partie de la population qui jusque-là n'avait jamais montré. Mais est-ce que c'est simplement peut-être simplement face à François Hollande, pour François Hollande face à Nicolas Sarkozy au second tour de l'élection présidentielle, qu'elle pouvait avoir ce poids-là. Donc là, ça c'est nouveau, c'est un nouvel élément dans la politique française. Il y a ensuite les urbains qui précarisaient, ce qu'on appelle les urbains précarisés, qui ont voté à plus 10%. Pour Jean-Luc Mélenchon. Et puis enfin les dom-toms, où là c'est plutôt les histoires de vaccins, de chlordécone et la créolisation qui ont permis sa progression. Et sur le reste, en fait, il fait le même score qu'en 2017. C'est vraiment ces 3 points-là où il y a un effet qu'il faudra étudier dans les élections à venir. Là, ça s'est fait sur sa personne. Ça s'est pas fait sur un programme, ça s'est pas fait. Mais il y a eu une hybridation tout à fait inattendue. C'est pour ça d'ailleurs que ce score n'a pas été prévu aussi haut. Alors, arrachera-t-il Emmanuel Macron, en proposant la retraite désormais plutôt à 64 ans, arrachera-t-il du vote Mélenchon qui est promis soit à l'abstention, soit peut-être aussi un petit peu à Marine Le Pen, qui est assez raccord avec le projet de Jean-Luc Mélenchon sur la question des retraites. C'est l'une des questions qui va se poser. Guillaume Bigot, sur un plan, alors maintenant peut-être un peu plus politique, parce qu'on n'aura pas le temps de faire le débat sur faut-il ou non repousser l'âge de départ à 64, à 65 ans. Est-ce qu'économiquement, c'est nécessaire pour le financement du jeu des régimes, sans doute. Mais politiquement, comment vous expliquez que ce thème s'impose finalement de manière un petit peu inattendue comme le grand sujet de l'entre-deux tours ? Mathieu Bock-Côté disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un petit peu un sujet par défaut. Et quelque part, c'est un peu aussi le sujet d'une France qui vieillit, quelque part. C'est un symptôme. Écoutez, on a un paradoxe Macron qui est très fort. C'est le président de la République, de la 5e République, le plus jeune. Il est arrivé en 2017 tout feu, tout flamme avec ce slogan de la Start-up Nation. Et l'idée était de disrupter, de révolutionner, de faire entrer à marche forcée dans le 21e siècle le pays. Ce qui d'ailleurs a créé une sorte d'effet d'entraînement. Et puis, on a abouti à l'EHPAD Nation, parce qu'effectivement, cette tripartition ternaire en classe d'âge, c'est plus la guerre des classes, c'est la guerre des âges, en fait, en réalité. Vous avez donc les actifs qui ont voté pour Marine Le Pen, grosso modo, c'est un peu caricatural de dire ça, mais c'est quand même vrai. C'est assez vrai, oui. Vous avez les retraités qui ont voté comme un seul homme, en tout cas, avec une surreprésentation pour Emmanuel Macron, et vous avez ensuite les jeunes, les très jeunes, qui ont voté plutôt pour Jean-Luc Mélenchon. Donc ce qui est très, très étrange dans cette figure d'Emmanuel Macron, c'est d'abord cette ambition échevelée, et on pouvait la saluer. C'est bien de vouloir faire l'histoire plutôt que de faire la politique politicienne, mais cette grande geste historique, que voulait-elle faire ?
il voulait rentrer dans l'histoire en réformant les retraites. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait quelque chose quand même. Plutôt, il voulait mettre un point final. C'est une réforme importante, je ne dis pas. Il faut réformer tous les 10 ans. J'entends bien, c'est une réforme importante. C'est un peu là-dessus que beaucoup de gouvernements s'étaient cassé la figure avant, etc. Mais grosso modo, c'est quand même d'abord le marqueur de l'ajustement aux réformes, les fameuses réformes imposées par Bruxelles. On est dans de la comptabilité et on est dans un projet finalement pour les plus âgés. C'est vraiment le symbole d'une France qui veut partir à la retraite. C'est pas l'activité, c'est pas la croissance, c'est pas la production, c'est pas vous voyez, c'est pas du tout la start-up. Et en fait, ça se confirme. C'est le jeune candidat qui parle aux plus âgés. Adrien Matou, vous êtes à combien d'années de la retraite là ? Vous avez calculé ? Ça dépend des réformes à venir. Mais comment vous expliquez finalement que ce sujet s'impose comme l'un des sujets centraux de cet entre-deux tours, aux côtés d'autres, évidemment, il y a un lien avec le sujet du pouvoir d'achat, parce qu'évidemment, le sujet des retraites, c'est la vie pauvre aussi, une fois les carrières terminées. Serais-je au chômage dans les 5 ou 10 ans précédant la liquidation de ma pension ? Voilà, tous ces sujets-là, évidemment, sont liés. Une sorte d'anxiété sociale très forte qui s'exprime. Finalement, je trouve ça assez naturel, parce que sans compter le nombre de Français en situation de pauvreté qui est assez élevé, il y a aussi énormément de Français qui comptent le moindre euro pour finir leur fin de mois. Donc en fait, ça m'étonne qu'on s'étonne que le pouvoir d'achat soit toujours un thème important en France. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a des présidentielles qui sont plus centrées sur un thème ou un autre, mais le pouvoir d'achat sera toujours un thème important. Le social sera toujours un thème important. C'est, à mon avis, une des raisons qui explique l'échec d'Éric Zemmour, par exemple, pendant cette présidentielle. Et en fait, pour parler comme un journaliste, je dirais que c'est un sujet concernant. Tout le monde ou presque se sent concerné par le pouvoir d'achat. Et c'est pour ça que c'est l'enjeu majeur du débat entre Marine Le Pen, qui cherche à montrer qu'elle est sociale, et Emmanuel Macron, qui cherche à montrer qu'il n'est pas si antisocial que ça, finalement. Et il y a une très belle formule de Maurice Lévy dans son dernier livre qui parle des classes moyennes. Il dit « En France s'est installée depuis longtemps, déjà, plusieurs décennies, une culture de la déflation. » Autrement dit, dans l'esprit de beaucoup de Français, déjà, quand on ne perd pas, on a gagné, Vincent Trémollet de Villers. Et puis s'ajoute à tout ce que vous venez de dire, l'ombre portée du quoi qu'il en coûte, qui, à mon avis, est décisif dans le débat que l'on a aujourd'hui pour la présidentielle. C'est-à-dire que la notion d'argent magique et d'argent d'État est apparue comme une réalité concrète et possible. Et donc maintenant, énormément de citoyens revendiquent que cet État les aide, puisqu'il a pu les aider pendant la crise du Covid. Et ça rebat toutes les cartes, c'est-à-dire que quand Emmanuel Macron dit à Marine Le Pen « votre projet n'est pas financé », elle peut lui dire « mais vous, comment avez-vous fait pendant 2 ans ? Vous avez fait tellement de dettes que je n'arriverai jamais à en faire autant ». Et quand Emmanuel Macron affiché la réforme des retraites pour un certain électorat en disant voilà, ça va nous permettre justement de remettre un peu nos finances à l'équilibre, il s'autorise à reculer très vite. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce climat d'argent magique qui est à mon avis extraordinairement délétère, mais qui est installé. Et il va être très difficile d'en sortir. L'État a montré des possibilités que personne n'imaginait jusque-là, et dans tous les partis, et justement, et encore plus dans celui qui gouvernait, qui normalement était celui de la réforme et de l'orthodoxie budgétaire. Oui. Mais moi, ce qui me fascine aussi, c'est comment se fait-il qu'on en arrive à un stade où il y a quand même des candidats qui proposent de rapprocher l'âge de départ en retraite, de le baisser, alors que historiquement, on le sait qu'avec sous l'effet du vieillissement de la population, du fait qu'on fait moins d'enfants, eh bien, il y a un mouvement comme ça inévitable d'allongement de la durée des carrières et qu'inévitablement, il faudra travailler plus. Vous avez plein d'économistes qui disent si on veut tout faire, c'est-à-dire réduire notre dette, financer la dépendance et maintenir les pensions, en fait, c'est plutôt 67, 68 ans qu'il faudrait faire. Alors évidemment, vous dites ça politiquement, je pense que vous ne gagnez pas l'élection. Non, mais on s'est installé dans un univers où la politique est anti-volontariste, où elle est dans du volontarisme de saut de puce, à déplacer une petite virgule, et quand on déplace une virgule, on a déplacé des montagnes. Sur tous les thèmes, le réchauffement climatique, on pourrait imaginer planter des arbres pour absorber le CO2. Non, ça serait un problème parce qu'il n'y aurait plus d'apocalyptisme, mais on serait plus apocalyptique, et on ne ferait plus peur aux gens, et on irait, voilà, cette logorée de la fin du monde ne fonctionnerait plus. Mais c'est la même chose sur les retraites. Personne ne propose de relancer la natalité. Personne pour rééquilibrer les retraites. Ce n'est pas possible. Personne ne propose d'augmenter la croissance économique ou l'emploi. Oui, ce sont des Marine thématiques. Le Pen et Éric Zemmour ont parlé de la natalité en encourageant, avec des aides familiales. Il y a quelque chose quand même comme une sorte de fatalité qui est installée. Finalement, il faut régler le problème de manière comptable. Il faut le régler le problème en fait par le bas, c'est-à-dire en diminuant le montant des retraites ou alors en allongeant le temps de cotisation. Mais en fait,
là, derrière, ça se présente comme un argument extrêmement pragmatique, et c'est la force de la démonstration d'Emmanuel Macron, en disant moi je suis dans le réel, et vous rêvez, et vous faites plaisir aux gens d'être dans la démagogie. Mais en fait, c'est plutôt de l'idéologie. Le problème de cette retraite à 60, 62, 64, 65, c'est surtout qu'il y a un taux d'inactivité des seniors qui est considérable. Donc ça ne sert à rien de sauter comme un cabri sur sa chaise en disant je vais appliquer les consignes de l'Union européenne et je vais augmenter la durée de cotisation, c'est pour que les gens soient payés par l'assurance chômage. Ça n'a aucun sens. Et alors, est-ce qu'on va résoudre tous ces difficiles problèmes par le septennat? Moi, je suis frappé par aussi le surgissement de ce thème-là. Et Marine Le Pen en a parlé lors de sa conférence de presse sur le sujet des institutions hier à Vernon. Emmanuel Macron rebondit également en proposant lui aussi, pourquoi pas, de repasser à l'ancienne durée du mandat présidentiel, abandonné en 2002. Alors Emmanuel Macron a sorti ça d'une idée qui viserait peut-être à américaniser notre vie politique un peu plus encore. Pourquoi pas faire des midterms à la française, des élections de mi-mandat, c'est-à-dire au bout de 3 ans et demi du mandat présidentiel. Et bien là, les législatives, pour un mandat des députés qui serait de 3 ans et demi ou de 7 ans, ça dépend. Bref, voilà. Est-ce que, la question toute bête, c'est est-ce que le problème en France est institutionnel, Adrien Matou? C'est quand même une bonne question, ça. Il y a un problème institutionnel. Je ne pense pas qu'il soit en mesure de faire bouger l'électorat dans des proportions considérables, mais tout le monde s'accorde à dire que la Ve République ne fonctionne plus. Alors, il y a des réponses extrêmement différentes à ce constat-là. Et je pense qu'il y a quand même une espèce de nostalgie un petit peu partagée des Français, même par certains pour une époque qu'ils n'ont pas connue, d'une Ve République qui dysfonctionnait moins, qui était plus fidèle à l'esprit des institutions imaginées par Charles de Gaulle. Et donc, je pense que le septennat, ça fait un petit peu écho à cet imaginaire-là. Et sur la question des midterms, alors, ce n'est une américanisation que parce qu'on parle de midterms, parce qu'en vérité, les législatives de mi-mandat, ça existait avant. C'était en 77, il y a eu des législatives, en 86, il y a eu des législatives qui ont même fait basculer le pouvoir à droite. En 93 aussi. En 93, voilà. Donc c'est vraiment un classique Non, mais qui, même, à mon avis, est une bonne idée en réalité. Mais le il y a plus une envie de cohabitation. On veut la cohabitation. Il y a une envie peut-être de briser cette situation où on vote tous les 5 ans et ensuite le paysage politique est complètement figé par le quinquennat, mais surtout par l'inversion du calendrier électoral qui fait que les législatives procèdent totalement de la présidentielle et du coup ça aboutit à une espèce de glaciation de la vie politique. Ça entraîne une frustration démocratique qui est extraordinairement dangereuse puisque vous vous retrouvez quand même avec 2 partis là qui sont le Rassemblement National et la France Insoumise qui à eux deux font 45% des voix et si vous prenez ceux qu'elles représentent à l'Assemblée ou au Sénat, ils doivent en représenter moins de 10%. Donc c'est pas tenable, ça s'appelle la représentation nationale. Et elle ne représente plus les citoyens. Mais qu'on pourrait corriger avec une dose de proportionnel, par exemple. Moi, ça me paraît indispensable. Je pense que si on veut, la première chose à faire pour réconcilier les Français avec la politique, c'est qu'ils se sentent représentés. Et donc que leur vote n'apparaisse pas comme vain. Si vous voulez, le début du traumatisme, c'est 2005. Les Français ont joué avec qui gagne perd. Ils ont gagné, on leur a dit vous avez perdu. C'est le référendum sur le traité européen. Et à partir de là, le quinquennat, l'inversion du calendrier a fait qu'il n'y avait plus de possibilité d'alternance pour 40, 45, parfois 48% des électeurs. Mais ok pour la proportionnelle. Donc il faudrait le septennat, le retour au septennat. Pourquoi ça surgit maintenant et est-ce une solution viable selon vous? Il me semble que ça répond à un phénomène qui inquiète tout le monde, qui est l'instantanéité. C'est-à-dire que l'accélération de toute la vie publique, notamment par le fait du rythme médiatique et des réseaux sociaux, etc., fait que le président à peine élu est en pré-campagne pour sa réélection au bout de 2 ans et demi. Donc s'il a un peu plus de temps et en plus, s'il ne se représente pas, peut-être aurait-il la possibilité de gouverner avec plus de constance et plus de profondeur. Donc moi, ça me paraît pas absurde. Après, non renouvelable, c'est quand même difficile parce que la légitimité s'estompe et s'efface à partir du moment où on verra avec la réélection d'Emmanuel Macron si elle a lieu, à partir du moment où le président élu ou réélu ne peut pas se représenter. Déjà, les prétendants, donc pour maintenir vont essayer d'apparaître. Donc pour maintenir son autorité sur exécutif, c'est plus difficile, il me semble, quand il n'y a pas de possibilité de réélection.
Guillaume Bigot. Il y a un côté âge d'or peut-être dans ce septennat, c'est-à-dire c'est nostalgie à l'époque soi-disant âge d'or. Ouais. Voilà, à l'époque où la classe politique représentait les aspirations des Français, les partis avaient des assises dans l'histoire politique du pays, arrivaient à être des agrégateurs, des fédérateurs, etc. Bon, peut-être que ça exprime ça. C'est paradoxal. Il y a une demande de verticalité, c'est aussi ça que ça veut dire, la fonction monarchique du président de la République, mais simultanément, il y a une envie de ne pas donner un chèque en blanc, en particulier à Emmanuel Macron, s'il devait être réélu. Il y a presque un désir un peu caché de diminutio capitis là-dedans, finalement, en disant il faudrait équilibrer, vous avez raison, un peu d'une demande en creux de cohabitation. Ce qui serait tout à fait étonnant tout de même, parce on est revenu sur le quinquennat, la réforme du quinquennat. Le quinquennat avait notamment pour effet de synchroniser la majorité parlementaire et l'élection du président de la République au suffrage universel. C'est-à-dire de faire en sorte que les Français ne se contredisent pas dans la foulée après avoir élu un président. Et on se disait, les Français vont pas défaire tout de suite ce qu'ils viennent de faire en élisant un président de la République. Donc, ils vont lui donner une majorité présidentielle. Mais rien n'indique que ça puisse être le cas. En fait, donc là, on pourrait avoir une situation où dès le lendemain de son élection, un président ou une présidente n'aurait plus nécessairement de majorité à l'Assemblée. Je dis pas que c'est possible, je dis pas que c'est probable, mais c'est peut-être. Oui, mais pour possible. Le moment, la mécanique institutionnelle l'entraîne. Et donc, l'électeur qui a perdu la présidentielle se dit je dois attendre la prochaine présidentielle pour espérer avoir une représentation un petit peu, qui existe, quoi. Et donc, la frustration est, à mon avis, énorme et n'est plus aujourd'hui tenable. Oui, si on regarde les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, vous arrivez à 60% de vote, d'hostilité à ce qu'a fait le président de la République, au moins 60%. Mais il peut y avoir une dépendance du président de la République à une majorité qui n'est plus si le président de la République dégage une majorité, il faudrait quand même que ses opposants soient représentés autrement que de façon marginale, parce que sinon ils finissent dans la rue, on l'a vu lors du précédent C'est le problème de la soupape. Merci à tous les trois, messieurs, Vincent Trémollet du L'Air du Figaro, Guillaume Bigot, Adrien Matou, Marianne Lemag, Mélenchon la chute, je redonne c'est aux éditions du Rocher. Bon, il va falloir peut-être écrire, faire une petite suite. Mais le contenu n'est pas forcément en raccord total avec le titre pour le coup. Ah ouais. Bon, c'est à lire. Merci à tous les trois en tout cas. 8h57.